La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Je suis Clémence Méran-Freinet, globe-trotteuse gourmande qui a fait des études littéraires, puis un CAP pâtisserie à Ferrandi en 2017. Et c'est là que j'ai rencontré Vincent. Et donc moi, c'est Vincent Paulès. Je suis un grand curieux passionné de pâtisserie qui suis passé de la gestion d'entreprise au CAP à Ferrandi avec Clémence. Je suis aussi très bavard, mais ça tombe bien, on est justement là pour discuter. Bonjour à tous, on espère que vous allez très bien. On espère par exemple que vous avez pu manger récemment un très bon gâteau. Sinon, il y a 2 semaines, on a sorti un petit épisode sur la vanille. Et bien là, maintenant, sur notre site internet l'enversdudessert.com, vous allez pouvoir retrouver un article qui viendra en complément de cet épisode. C'est un article que j'ai eu le plaisir de rédiger et où je pense que vous allez apprendre plein de choses marrantes et également, je pense, très enrichissantes. Voilà, sinon, si vous nous écoutez sur Apple Podcast, évidemment, vous pouvez toujours nous mettre des petites étoiles, ça nous ferait très plaisir, et des petits commentaires, sachez que ça nous fait toujours très plaisir de les lire. Et évidemment, vous pouvez aussi nous retrouver sur notre Instagram, l'envers du dessert. Oui, d'ailleurs, notre Instagram, c'est l'envers-du-dessert. Et aujourd'hui, on vous retrouve avec Johanna Lepape, qui est une chef, vous allez voir, passionnante, et tout aussi passionnée. Son parcours est d'ailleurs tout à fait atypique, puisqu'elle est passée de STAPS à consultante pour des grands groupes industriels, en passant par l'Australie, l'enseignement chez Alain Ducasse, ou encore même le Palace Le Meurice ou la Durée. Donc nous, c'est pas vraiment ce sur quoi on a accès, mais si vous voulez en savoir plus sur le parcours de Johanna Lepape, on vous renvoie à l'excellent podcast Vinaigrette fait par Maud Argaibi, où elle rentre bien dans les détails, les sports qu'elle pratiquait et ce qui l'a menée là où elle en est. Mais nous, on s'occupe plutôt de la pâtisserie bien-être aujourd'hui, Vincent. Voilà, c'est exactement ça. Nous, on a plutôt orienté l'épisode vers la pâtisserie bien-être, qui est une forme de pâtisserie que Johanna veut un peu développer. C'est une forme de pâtisserie qu'elle a réfléchie, justement, tout au long de son parcours. Et c'est sur ça qu'on va beaucoup discuter. Mais aussi, on va également un peu discuter de sa victoire aux Mondiaux des Arts Sucrés. Voilà, on vous laisse écouter tout ça. Bonne écoute. Aujourd'hui, on se retrouve avec Johanna Lepape et je dois faire une confession au moment de débuter cet épisode, c'est que le parcours de Johanna me parle tout particulièrement, car de ce qu'on entend quand on l'entend parler dans son parcours dans d'autres podcasts que nous mettrons en description, elle détaille très bien son parcours. On sent, Johanna, que tu t'es cherchée, que tu as voyagé, que tu as été ouverte aux rencontres, à ton ressenti, à ton instinct, et que ton parcours, aussi peu linéaire qu'il soit, semble tout naturel et t'amène là où tu es, et ça me parle énormément. Et du coup, avec toi, Johanna, on aurait tout à fait pu faire un épisode sur la reconversion professionnelle, mais on a choisi l'angle de la pâtisserie, et plus spécifiquement de la pâtisserie bien-être. Et on va t'écouter en parler. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu veux bien te présenter ainsi que ton parcours et ce qui t'a amené au Mondial des Arts Sucrés ? Merci pour cette belle introduction. Bonjour à tous. Alors, mon parcours, en fait, a commencé, si on revient un tout petit peu avant la pâtisserie, elle a commencé à travers le sport. J'étais passionnée de sport. Je voulais devenir prof de PS. Je faisais beaucoup de sport en compétition et ça m'a vraiment permis, si tu veux, de me créer un état d'esprit, un mental à toute épreuve, une bonne connaissance de moi, un dépassement de soi également. Je suis partie un an en Australie et j'avais pour ambition finalement de découvrir d'autres choses, de parler anglais, d'être à la rencontre de nouvelles personnes. Et puis à mon retour, finalement, eh bien, il y a pas mal de choses qui se sont bouleversées en moi et j'ai décidé, suite à une expérience aussi en pâtisserie que j'ai eue donc en Australie, il y a eu comme un retour d'expérience qui m'a amené à me dire que je faisais fausse route dans l'univers du sport et comment je voulais voilà, avancer à travers ça en étant prof de PS, mais plutôt finalement partir dans une direction totalement différente et pourquoi pas me lancer dans un premier temps dans un CAP pâtisserie qui allait peut-être me conduire vers quelque chose d'autre qui me parlait beaucoup plus à ce moment-là. Et du coup, là, c'est vrai que du coup, tu parles du sport, des valeurs que ça a amené en toi. Quand tu parles du sport, il me semble que c'est la boxe française et le basket, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ok. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu penses que c'est ce sens un peu du challenge que le sport a ancré en toi qui t'a amené
à vouloir passer des concours et notamment le mondial des arts sucrés? Oui, en fait, je pense que je suis quelqu'un de très passionné qui aime aller au bout des choses. Effectivement, étant donné que j'avais depuis toute petite, traversé mes passions à travers la compétition, quand j'ai commencé la pâtisserie, je m'étais dit, mais c'est sûr qu'un jour, j'aurais envie de me confronter, alors pas aux autres, mais à soi en fait. Mhm. Parce que la compétition, c'est vraiment une compétition avec soi-même. Et j'avais adoré ça en sport. C'est aussi comme ça que je pouvais aller beaucoup plus loin si j'avais un objectif de compétition, me dépasser. Si je n'avais pas d'objectif, finalement, je pouvais vivoter dans ma pratique et ça ne m'intéressait pas. Et donc, quand j'ai commencé la pâtisserie, qui devenait professionnelle, eh ben, je me suis dit, si je veux vraiment aller plus loin et gagner en expérience, les concours vont inévitablement m'amener à, euh, à pousser plus loin, à me dépasser et puis à rencontrer des gens. euh, à atteindre un certain niveau que je n'atteindrais pas si simplement j'allais à mon travail et que donc juste je faisais les heures et ce qu'on me disait au travail. Et donc évidemment, le parcours de compétition que j'ai eu antécédemment a un impact fort lorsque j'arrive en pâtisserie. Et à ce moment-là, je suis tout à fait ouverte à relever des challenges. Donc je suis très au courant et au fait qu'il y a beaucoup de concours en pâtisserie. Je commence à m'intéresser à ça dès la première année. Et puis, il va y avoir une opportunité inédite euh, ben, suite à des rencontres, encore une fois, où ils ont senti que je suis quelqu'un qui est voilà, déterminé, passionné, qui aurait envie de relever des challenges. Il va y avoir cette sélection du Mondial des Arts Sucrés qui va m'être proposée, puisque dans cette compétition, on va en parler, mais donc il est nécessaire d'avoir un binôme garçon-fille. Et donc, le challenge, c'était de trouver des filles qui avaient envie de participer, de se challenger. Et tu as saisi cette occasion. Je tiens juste à rappeler que ça ne faisait que 2 ou 3 ans seulement que tu faisais de la pâtisserie avant de te lancer là-dedans. Ça, c'est fou ça. Oui, oui, tout à fait. C'était, oui, oui, c'est ça. Ça faisait 2 ans, moi. Et du coup, juste pour expliquer, donc toi, tu as fait les mondiales des arts sucrés. Et il faut savoir qu'il y a deux compétitions comme ça internationales en pâtisserie. Tu as du coup le mondial des arts sucrés et la Coupe du monde de pâtisserie qui se déroule tous les 2 ans à Lyon au CIRA. Est-ce que enfin je sais pas si, est-ce que tu sais s'il y a en quelques mots une différence entre les deux et qu'est-ce que c'est? Alors oui, tout à fait. Donc, c'est deux Coupes du Monde en France. Le Mondial des Arts Sucrés se passe à Paris. Nous sommes 16 équipes. Chaque binôme est composé obligatoirement d'un garçon et d'une fille. Ça a été un concours qui a été initié il y a un peu plus de 10 ans avec cette perspective de valoriser les femmes dans le métier. C'est intéressant d'en parler. Voilà, c'était un concours qui était très visionnaire et qui donc avait pour ambition à la fois de valoriser les femmes et ensuite aussi de préparer au MOF parce qu'ils se rendaient bien compte que pour arriver à une telle compétition, il fallait proposer des concours alternatifs préparatoires. Et en préparant ce concours, ils se sont basés un petit peu sur l'état d'esprit du MOF. Donc, c'est 20 heures d'épreuve. Je t'interromps. MOF, c'est meilleur ouvrier de France. Excuse-moi. Tout à fait. C'est le concours ultime dans notre profession aujourd'hui. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont décidé de se baser sur l'esprit du MOF en proposant un concours donc, des sélections nationales qui devaient se passer dans chaque pays. Et puis, une finale qui dure 20 heures pour chaque équipe, 2 fois 10 heures, où, à l'issue de ces 20 heures, on a un buffet artistique à présenter. Donc, on a une pièce en chocolat, une pièce en sucre, une pièce en pastillage et 4 items de dégustation qui changent chaque 2 ans, puisque le Mondial des Arts Sucrés, c'est tous les 2 ans. Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est que le pastillage? Oui, alors le pastillage, en fait, c'est une pâte de sucre que l'on va mélanger. Ce sera une recette, c'est une recette que l'on mélange avec de l'eau, du vinaigre, qui va être malléable, un peu comme une pâte à modeler. Il y a plein de recettes sur le pastillage. On peut découvrir plein de choses. Et puis, on va l'étaler, faire des formes, etc. Et puis, on va la laisser sécher. Donc ça, c'est une pièce bien particulière parce que pour faire ça, il faut la faire en amont. Et nous, sur la compétition, eh bien, on avait juste à assembler en fait les pièces D'accord. déjà faites. C'est pas faire une pièce en pastillage en direct. Ouais, Ouais. c'est sûr. Et d'ailleurs, bah, déjà, une des différences que tu as dit, c'est que là, vous êtes deux et du coup, vous faites chocolat, sucre, pastillage, alors que déjà, la Coupe du Monde, du coup, là, pour le coup, c'est des équipes de trois.
Et il y en a un qui s'occupe du chocolat, un du sucre, un du coup plus pâtisserie. Du coup, ouais, là, c'est déjà, enfin, ça vous demande d'être un peu plus complet, quoi, en fait, au Mondial des Très Arts Sucrés. polyvalent. Oui, en fait, voilà, il y a une quantité de travail quand même qui est très importante. Pendant 20 heures, il va falloir, du coup, on va être très challengé. C'est 2 jours, hein, donc c'est comme un petit marathon. En fait, le moment, du moment où ça démarre jusqu'à la fin, il se passe quand même 20 heures. Et c'est pas une course rapide où en 3 ou 5 heures, c'est fait. Mhm. Il va falloir que pendant 20 heures, on a tout planifié minute après minute. À la différence du coup de la Coupe du Monde, qui est quand même un concours qui est beaucoup plus ancien que le nôtre. Je sais, je ne vais pas dire de bêtises sur sa longévité, mais c'est un concours qui a une très grande renommée, qui appelle une sélection très exigeante. J'ai pas envie forcément voilà, de dire qu'il y en a un qui est plus que l'autre, parce que c'est pas le même concours, Ouais. mais on voit bien quand même qu'à la Coupe du Monde, il y a un niveau d'excellence très élevé pour toutes les équipes. Alors c'est vrai au Mondial des Arts Sucrés, parfois, il y a un niveau pour certaines équipes qui est un petit peu moindre. Mais c'est pas la même épreuve, voilà, donc c'est compliqué de comparer. Ce qui est certain, la Coupe du Monde de pâtisserie se passe à Lyon. Il y a, je pense, à peu près le même nombre d'équipes. C'est sur une journée, donc je crois que c'était entre 8 et 9 heures. Et effectivement, c'est 3 par équipe. Et chaque personne s'occupe vraiment d'une pièce. Alors, il y a effectivement le chocolat, le sucre, mais également la glace. Et chacun d'entre eux doit réaliser une pièce et une dégustation. Donc, on n'est pas sur le même format, c'est différent. C'est toujours, en tout cas, 2 grands rendez-vous. Le Mondial des Arts Sucrés, qui a un tout petit peu moins de longévité, puisque ça fait que 10 ans, progresse chaque 2 ans de façon très importante. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, ces pays évoluer, grandir, à toujours aller plus loin, tant dans la créativité que dans le choix des pâtisseries parfois très à la fois élégantes et recherchées. Ouais, puis ça doit être assez intéressant aussi de voir comment est-ce que des pâtissiers vraiment d'un tout autre pays, d'une toute autre culture peuvent avoir une vision bien différente de ce que toi tu peux apporter sur le concours. Oui, mais de toute façon, les concours, il faut savoir une chose, c'est que c'est ce qui a drivé beaucoup notre métier et qui nous a permis d'être toujours dans cette excellence. Et moi, je trouve que c'est extraordinaire ce qui se passe en pâtisserie. Depuis 100 ans, on a vraiment des acteurs forts et fondamentaux qui ont permis la création de concours et du coup de challenger sans arrêt la profession. Donc moi, je trouve ça vraiment bien parce que il y a des métiers qui n'ont pas cette énergie créatrice, innovante. Et les concours sont toujours très attendus parce que c'est le moment où on va voir de l'innovation, des nouvelles techniques, une nouvelle approche. Et c'est vraiment ça aussi qui inscrit notre métier dans l'histoire. Ouais, tout à fait. C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, dans notre premier épisode, Jean-Pierre Lesbat disait que beaucoup d'innovations en pâtisserie avaient eu lieu pendant les MOF, entre autres. Et du coup, là, dans les concours, quand tu en parles, on a bien vu, tu as utilisé la comparaison avec le marathon et donc l'univers sportif, un peu l'endurance et la course de fond. On voit aussi que c'est un endroit où il faut absolument maîtriser les techniques de base, les classiques. Si c'est un endroit où on innove, c'est quand même un endroit aussi où on perfectionne et on montre qu'on maîtrise parfaitement les techniques de base. Euh, Quelle a été ta transition? À quel moment tu t'es dit que tu allais plutôt te concentrer sur un nouveau type de pâtisserie, puisque on peut dire que depuis 5 ans, tu développes un peu ta propre expertise dans un domaine un peu inédit de la pâtisserie bien-être. À quel moment c'est venu ce déclic? Alors, c'est venu il y a maintenant 4 ans. J'ai en fait fait un burn-out parce que je me mettais énormément de pression. Le concours que j'avais remporté en 2014, c'était super parce que c'était vraiment on avait gagné avec Gaëtan un prix qui correspondait aussi à un travail de longue haleine et on méritait vraiment tous les deux ce titre. Pour autant, il était très lourd à porter et je me mettais beaucoup de pression
quant au titre et ma jeune expérience. Parce que je savais aussi que j'avais encore plein de choses à apprendre et que quand tu gagnes le titre de champion du monde après 15 ans d'expérience, tu peux considérer que c'est l'aboutissement d'une carrière de travail. Quand tu l'obtiens au bout de 3 ans d'expérience, c'est compliqué de se dire qu'on a accompli voilà, un cycle de travail. On est encore en perfectionnement, on est encore en apprentissage. Et donc, je me mettais beaucoup de pression pour être au À la niveau, hauteur. être à la hauteur du titre et au niveau du coup de mes pairs qui, eux, étaient MOF ou champions du monde, puisque d'un coup, on te mettait dans l'esprit des gens à ce niveau-là. Ouais. Et du coup, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que 5 ans, il y a 5 ans, donc pendant 1 an avant mon burn-out, je me suis lancée dans une société de conseil où j'ai eu trois belles opportunités, dont deux que je peux vous partager ici, puisque j'ai intégré donc la maison de la durée, que je voyais comme une maison incroyable. Ah oui. La rencontre, en fait, c'est avec Safia Bendali qui recherche une chef à la création de la partie chocolat. Et donc, je vais intégrer la maison de la durée et je pars du coup 1 semaine par mois en Suisse, au cœur des montagnes suisses, dans leur laboratoire pour créer les nouvelles gammes de chocolat qui incluent également l'épice artistique pour chaque événement, donc Pâques ou Noël, etc. Dis donc, quelle Ah opportunité. ouais. On savait pas que c'était en Suisse les labos de chocolat de la durée. Oui, c'est vrai. Oui, bah en fait, ils avaient créé il y a quelques années donc les Marquis de la Durée, qui était un nouveau projet qu'ils avaient envie de développer. Donc c'était vraiment une boutique que de chocolat. Et du coup, tous les chocolats partaient donc de Suisse pour aller dans les boutiques. Et bien, du coup, c'était vraiment une expérience super intéressante. Et forcément, on connaît tous le grand rendez-vous des œufs de Pâques ou le grand rendez-vous de Noël avec les créations des chefs. Et moi, je me mettais une pression de dingue pour ça. Donc, il y a eu ça qui a aussi, qui m'a beaucoup stressée. Oui, Ouais. en fait, ce qu'il faut dire, c'est que vraiment le moment des bûches de Noël, c'est le moment où les pâtissiers font un peu leur démonstration et où tout est regardé en fait. On Tout compare à les fait. bûches les unes aux autres. C'est un peu le moment où tout le monde se retrouve dans la cour et on regarde ce qui a été produit, quelle innovation. Et puis parfois, les créations des bûches sont un peu liées aux galettes ou alors les galettes sont un peu liées aux œufs. Donc en fait, c'est toute une identité qui est déclinée à ce moment-là et on comprend que ça puisse mettre la pression. Oui, parce que le travail sur les bûches de Noël, il faut savoir que c'est un travail qui est fait vraiment en amont. Genre, pratiquement 6 mois avant Noël, il y a quand même il y a une réflexion qui commence à se faire. C'est vraiment un gros, gros, gros événement pour une maison de pâtisserie, quoi. Tout à fait, c'est toujours un événement marquant, autant pour la communication que pour bah, le chef voilà, qui représente. Donc moi, comme j'étais pas très équipée et que j'avais encore ce syndrome de l'imposteur qui me collait à la peau, je mettais beaucoup, beaucoup de pression sur le résultat. Et puis, parallèlement à ça, j'avais intégré donc l'équipe Candia professionnelle pour faire des démonstrations, devenir ambassadeur de la marque à l'international. Donc Candia professionnelle, c'est la première coopérative laitière en France qui produit une crème technique et un beurre technique que j'allais présenter à l'étranger pour faire des créations. Et on savait très bien que ce type d'expérience, ce type d'opportunité était souvent proposé à des MOF, à des hommes Ah, qui Ouais. avait 30 et 40 ans. Enfin, c'était en tout cas à l'époque, j'ai commencé il y a 5 ans, c'était ça, Ouais. le Toujours un spectre des profil gens. très similaire, quoi. ce sont de bonnes racines pour ce fameux syndrome de l'imposteur. Ouais. Donc du coup, si tu veux, alors moi j'étais vraiment un peu l'ovni, mais en même temps Candia m'avait dit, nous on adore, t'es une femme, t'amènes quelque chose de différent. En plus, t'as un titre, donc en Asie c'est très important parce que ça permet de justifier d'un niveau d'excellence. Donc je remplissais les caisses et moi j'avais très envie en plus de faire ce type de prestations parce que j'aimais beaucoup le contact avec le client, les échanges. J'aime beaucoup la partie show culinaire, voilà, mettre en avant nos créations, etc. Donc, je trouvais ça vraiment bien. Mais donc, du coup, je me retrouve avec deux gros bébés sur les épaules. Et en plus de ça, bon, troisième expérience, c'est que au même moment, j'ouvre mon éclair avec Grégory Cohen à l'époque. Donc, c'est un concept d'éclair sans gluten fait à la minute. Donc, c'était un super concept. Voilà, donc c'était 3 projets en même temps, beaucoup de travail, un peu sur tous les plans. Je n'étais pas concentrée que sur une chose, donc il fallait que je sois à la hauteur sur les trois. Enfin bref. Donc la pression a grandi et
mon corps n'a pas supporté, donc j'ai fait un burn-out que j'ai classé burn-out. Et puis, il va y avoir une vraie réflexion sur la pâtisserie. Je remets tout en question à ce moment-là et je me dis, finalement, est-ce que c'est vraiment ça est-ce que c'est vraiment là où je dois être, etc. Et puis, je pose la question à me dire, mais en fait, si je suis chef, mon principal objectif, c'est de nourrir. Voilà, la réflexion commence comme ça. Et puis, je me dis, mais en fait, si je dois nourrir, je dois du coup penser à ce que je mets dans mes produits. Parce que nourrir, c'est important de nourrir son client. Et donc, si je veux le nourrir, je dois avoir une réflexion sur mon travail. Et je me suis dit, OK, la pâtisserie, en fait, on part du beau et du bon, parce que intrinsèquement, c'est ce qui écrit l'histoire de la pâtisserie. Mais je pense que le futur va obligatoirement aller vers une dimension saine, en tout cas. Ouais. Et donc, commence une réflexion que je mène, mais toute seule, parce qu'à ce moment-là, évidemment, il n'y a personne qui fait ça. Et quand j'en parle autour de moi, les chefs ne comprennent pas cette envie, en fait, d'aller vers une remise en question de nos bases. Parce qu'en fait, jusque-là, quand tu avais des très bonnes recettes de biscuits, etc., en fait, pour toi, c'était un trésor, et puis tu le gardais, puis tu le remettais peu en question, parce que quand tu avais une très bonne ganache, que tu savais que c'était ton chef qui te l'avait donné, que tu adorais, ou un très bon cookie, c'était des recettes que tu pouvais garder toute une vie, en fait, dans ton métier. C'est très intéressant de comprendre quand tu vois l'histoire. On est parti quand même il y a peut-être 20 ans où on ne donnait pas les recettes, à une période où on a commencé à partager, c'était un peu la période Michalak, où on a commencé à partager les recettes à tout va. Et puis d'un coup, on se disait, waouh, j'ai la recette de Conticini, de Michalak, de tel. Et donc, on est super content. Donc, on commence à utiliser ces recettes-là. Et du coup, ça permet à tous les gens, à tous les artisans qui ont peu ou pas trop d'expérience, même de pouvoir réaliser des recettes haut de gamme, haute couture. On en a vu même jusqu'aux amateurs qui sont chez eux et qui sont passionnés, qui arrivent à faire des choses superbes. Et donc, en fait, moi, je me suis aussi dit, en fait, c'est quoi aujourd'hui ma légitimité? Finalement, les recettes sont toutes partagées en plus. On peut on change un peu le décor, le visuel, et puis au final, on a quelque chose de plutôt bon et plutôt joli. Et donc, qu'est-ce qui va faire que demain, on est différent? Parce que du coup, je voyais pas bien finalement l'évolution. Et donc, du coup, c'est intéressant de se dire que une fois qu'on a commencé, on ne partageait pas les recettes, on a commencé à les partager, eh bien, on est dans l'ère de la peut-être déconstruction finalement. Maintenant qu'on a tout ça devant nous, on peut peut-être commencer à s'approprier une vision sur cette pâtisserie qui peut prendre un sens nouveau. Et finalement, cette réflexion que j'ai eue, peu après, on a commencé à parler de consommateurs, d'engagement, de durabilité. Et donc, moi, ça a nourri mon propos parce que je me suis dit, mais voilà, mais donc du coup, on y est. Enfin, la pâtisserie ne sera pas indemne là, dans cette histoire. Elle ne peut pas passer à côté. Elle est peut-être politiquement correcte. Et aujourd'hui, on ne sait pas trop de savoir ce qu'il y a derrière. Mais quand on va vouloir s'y intéresser, on pourra peut-être remettre en question plein de choses. Et donc, on a commencé à parler des colorants, on a commencé à parler des additifs, etc. Et à mettre de la lumière sur ce que l'on faisait en pâtisserie. Parce que jusque-là, on n'était pas inquiétés. Mais moi, tu vois, il y a 3 ans, 4 ans, quand j'ai commencé à émerger ça, pour moi, c'était une évidence que l'avenir allait se construire autour de ça. Alors, c'est sûr que ça paraissait lunaire, mais en même temps, voilà, moi, j'ai décidé d'aller dans cette direction. Et du coup, mon activité de conseil a vraiment pris un nouveau chemin, puisque auprès de mes clients, je leur disais, moi, aujourd'hui, mon engagement, c'est d'aller vers une pâtisserie saine et durable. Et donc, mon expertise, je vais la mettre au service de cet engagement. Et on a vu, et donc j'ai pu observer, l'agroalimentaire, mais les startups, les artisans, petit à petit, ça a été lent, mais ça arrive, qui se sont intéressés à mon travail et qui m'ont donc demandé de travailler pour eux sur des développements de gamme, etc., etc. Et donc là, ça a été pour moi, j'ai pu comprendre que ma vision, elle était juste et que, en tout cas, c'était une direction parmi d'autres qu'on pouvait prendre pour la pâtisserie. C'est pas du tout de dire que la pâtisserie bien-être, il n'y aura que ça l'année dans le futur. Je pense qu'il y a la place pour plusieurs pâtisseries différentes. Moi, ce que j'aime chez les chefs, c'est quand ils incarnent quelque chose, quand ils s'engagent vers quelque chose. Il y a des chefs qui sont très engagés sur le local, le côté très français, d'autres qui sont très engagés santé, d'autres qui sont très engagés par rapport à leur histoire sur le côté allergie, donc le sans gluten, parce qu'ils ont une histoire qu'ils le racontent et ils ont un public.
qui ont besoin de ce type de chef. Donc, en fait, ce qu'on est en train d'observer, c'est que la pâtisserie devient plurielle et qu'il n'y a pas une direction, mais des directions qui sont en train de se prendre. Et la place à la pâtisserie régressive, elle a toute sa place aussi. Parce que on a aussi envie aujourd'hui de manger ça. Ce qu'on observe chez les consommateurs, c'est que tu as des consommateurs qui sont flexibles, qui sont ces flexitariens qu'on appelle flexitariens, qui sont dans une démarche où ils veulent manger différemment. Un jour, ils vont manger végétarien, un autre jour, etc. Ils vont être dans des, voilà, ils vont tester des choses, ils vont vouloir diversifier leur mode de consommation. Et donc, ils sont très curieux de pouvoir voir et essayer aussi d'être connectés à leur corps pour comprendre si quelque chose leur va mieux, leur convient mieux, etc., etc. Ce qui est très intéressant là dans ce que tu dis, c'est que quand tu parles de chefs qui portent vraiment un message ou une vision, c'est vraiment un aspect de la pâtisserie qui est incarné. Et c'est aussi ce sur quoi on voulait porter l'attention avec ce genre d'entretien. C'est que maintenant, comme tu en parles très bien, on est un peu, depuis quelques années, à un croisement où on peut rebattre les cartes. Et toi, grâce à ton expertise et à ton activité de consulting, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que tu vois tous les acteurs de la chaîne. Et donc, en fait, tu peux penser de manière assez globale à partir de l'industriel, de la filière de production, du moyen dont ça va être acheminé, puis consommé, utilisé dans les labos, et même, si j'ose dire, un peu avec les cours et les formations que tu dispenses, tu vois également le consommateur et l'attente directe. Oui, exactement. Et pour moi, ça, c'était extrêmement important. Parce que je pense que si tu veux avoir un regard juste sur un état, tu ne peux pas le voir qu'à travers une lucarne. Tu dois être ouvert d'esprit. Et pour trouver la solution et pour craquer finalement comment nous allons manger demain, comment nous allons consommer, etc., il était obligatoire d'arriver avec humilité sur un territoire qui était en mouvement, je le sentais. Et donc, de cette façon, ça me permettait d'avoir une vision globale pour mieux penser et peut-être même faire des ponts, tu vois, entre l'artisan et l'agroalimentaire et le distributeur et le producteur. Mais si tu ne veux voir qu'à travers une lucarne et que tu te dis mais non, l'agroalimentaire, ça va pas du tout, ou ci ou ça, et que tu as déjà des jugements, t'octroies des opportunités. Donc moi, il était hyper important d'être au cœur de la filière alimentaire et d'agir pour pouvoir avoir cette vision large et globale. Donc, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que tu cherches vraiment à proposer quelque chose de nouveau, mais sans l'imposer, quoi. Et ça, en vrai, c'est déjà beaucoup plus réfléchi et beaucoup plus malin. Et par rapport à, du coup, la pâtisserie bien-être, c'est quoi les principales contraintes auxquelles tu dois faire face? Enfin, en gros, comment est-ce que tu définis la pâtisserie bien-être? Comment est-ce que tu réfléchis pour faire une pâtisserie bien-être? Comment est-ce que tu crées une pâtisserie bien-être, en fait? Tout à fait. C'est une très bonne question. Alors, quand j'ai commencé à travailler sur cette question, il n'y avait rien de prêt, il n'y avait rien de réchauffé, c'était pas du réchauffé. J'ai pas pris un bouquin en me disant, bon, alors comment je vais faire Et oui, par où est-ce qu'on commence? Ouais, voilà, c'est ça. Patrimoine, deux petits points, c'est quoi? Bon, là, moi, j'avais une page blanche. J'observe des courants véganes. Alors, vegan, c'est facile dans le sens où tu enlèves tout ce qui est issu de l'animal. C'est assez clair à comprendre. Quand tu pars sur du sans gluten, tu comprends bien qu'il n'y a pas de blé ou d'ingrédients avec du gluten. Moi, voilà, quand j'ai commencé à faire émerger cette notion du bien-être, j'avais face à moi voilà, ce type de courant qui commençait à émerger. Ou sans sucre, disons, avec un indice glycémique bas. Eh bien, je me suis dit, alors moi, je ne suis rien de tout ça. Je suis quelque chose d'un peu plus malléable. Et donc, j'ai créé 5 piliers pour la pâtisserie bien-être. Premier pilier, alors ça a été aussi, juste un petit préambule, c'est ces 5 piliers ont été vraiment, ne sont pas sortis du jour au lendemain. Ça a d'abord été un long travail de réflexion, d'études en nutrition, micronutrition. J'ai aussi beaucoup plongé dans la médecine chinoise, qui a été vraiment pour moi une vision du monde, une éthique qui m'a beaucoup apporté et enrichi pour me permettre d'avoir une vision globale et pas sectaire. Et donc, en fait, une fois que j'ai commencé à plonger là-dedans, étudier, je me suis dit, OK, j'ai compris. La pâtisserie bien-être, pour moi, c'est 5 piliers forts. Premier pilier, on va diversifier nos matières premières, qui est un pilier fondateur en nutrition, pour augmenter finalement un large choix
de matières premières. Et mon axe, en tout cas, c'était d'aller encore plus vers le végétal. Donc, on va diversifier et on va vraiment inclure le végétal dans notre pratique pour faire que notre pâtisserie soit sur le plan nutritionnel très riche et varié. Deuxième axe, j'étais sur la dimension de alléger, diminuer, en tout cas, la part de gras et de sucre dans nos pâtisseries pour vraiment faire la part belle à la palette aromatique. Quand je créais une pâtisserie, je faisais goûter à des consommateurs, des clients, et d'un coup, ils me racontaient l'histoire du gâteau. C'est-à-dire, ils me disaient, ah tiens, c'est marrant, je sens la passion, la coriandre, la mangue, nanana. À aucun moment, ils venaient me parler de sucre ou de gras. C'est le côté un peu trop gras, un peu trop sucré, qui fait que du coup, bon, ben, une part, mais ça suffit. Tu sais, genre, moi, j'avais un peu ça dans mes où tu goûtes, bon, tu dis, ah, c'était très bon, tu fais un tea time dans un palace, tu dis, c'est très bon, mais en fait, au bout de 2 produits, déjà, parfois, tu es saturé. Il faut trouver la juste mesure. Mais et tu te rends compte aussi que les consommateurs, alors adultes, hein, plutôt matures, qui ont commencé à désucrer, ils sont très sensibles au sucre. Et quand tu as commencé à désucrer, tu ne peux plus revenir en arrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas avoir... Moi, je sais qu'aujourd'hui, la plupart du temps, quand j'ai des pâtisseries devant moi, du fait que j'ai désucré toute mon alimentation, je suis très vite saturée. Donc, par ailleurs, j'apprécie vraiment le travail, tu vois, de la palette aromatique, mais c'est vrai que si c'est trop sucré, ça va, entre guillemets, un peu anéantir et anesthésier mon palais, et je vais avoir beaucoup d'eau, etc. Et on l'observe chez les consommateurs aujourd'hui, je dirais à partir de 30 ans. Même avant, mais disons 30 ans, déjà, ton palais change, et le sucre t'agresse plus. Je parle de manière générale, hein. Toujours des gens qui seront des becs sucrés à vie, mais de manière générale, tu observes que les gens, quand il y a trop de sucre, ils te le disent et ça gâche un petit peu la dégustation. Évidemment, sur l'expérience client, mais tu vois aussi ce plan nutritionnel, parce que ça devient plus intéressant quand tu mets en avant plutôt des ingrédients qui ont du goût, comme des fruits ou des épices, que le sucre. Donc ça, c'est le deuxième. Un troisième pilier aussi qui est fort, qui est très important pour moi, c'est innover. L'innovation, pour moi, va nous servir à toujours remettre en question, travailler sur des nouveaux process de transformation ou de conservation. Pour la simple et unique chose, préserver les micronutriments de notre alimentation. Pourquoi s'intéresser à ça? Parce que les micronutriments, ce sont des trésors de notre alimentation qui aujourd'hui sont la rareté de notre consommation au quotidien. C'est de ce dont on parle quand on te dit nos ingrédients aujourd'hui ou nos légumes, nos fruits ont moins de vitamines, oligo-éléments, minéraux, etc. C'est de ça dont on parle. D'accord. Et donc, quand on transforme la matière comme nous en pâtisserie, on n'est pas juste en cuisine, donc on a peut-être, c'est plus facile, entre guillemets, de réintroduire la part nutritionnelle. En pâtisserie, il y a quand même un travail de transformation, de conservation, de texture, parce qu'il faut que les choses tiennent, etc. Donc on a un enjeu et c'est pas simple en fait d'aborder les choses. C'est vrai qu'en cuisine, on regarde beaucoup la valeur nutritionnelle, la valeur, les micronutriments qui peuvent être présents dans un plat. Enfin, typiquement, dans un supermarché, on voit qu'il y a un tableau, alors que dans la pâtisserie, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose. Quand on mange une pâtisserie, on s'inquiète pas de tous les nutriments qu'il peut y avoir dedans, alors que quand on mange du salé, pour le coup, on se dit ah c'est vachement bien qu'il y ait tous ces nutriments. C'est comme si on abandonnait. Ouais, c'est vrai. Quand c'est la pâtisserie, on abandonne. Quand on mange une pâtisserie, on se dit oh c'est pas important, alors que c'est vrai que ça peut être vu différemment quoi. En fait, dans l'inconscient collectif, aujourd'hui, dans notre culture, la pâtisserie, c'est un moment de partage, de plaisir, mais qui reste exceptionnel. Enfin, c'est pas quelque chose que tu vas manger matin, midi et soir. Tu sais très bien que si tu es à le bac sucré, tu vas te prendre un petit biscuit ou un petit yaourt à la fin du repas, mais tu vas pas t'enfiler un éclair tous les midis ou un Paris-Brest à la fin de chaque repas. Tu sais d'avance que c'est quelque chose qui se fera office d'un moment, un plaisir personnel que tu vas partager avec toi pour te faire plaisir ou bien avec des amis. Donc, si tu veux, la pâtisserie a pris cette place dans notre inconscient collectif et du coup, elle pouvait se permettre d'être un peu grasse. Moi, en médecine chinoise, j'ai appris quand même que la saveur donc sucrée était une des 5 saveurs qui faisait partie de ce tout. Et je me suis dit, si elle fait partie, pourquoi la douceur, le côté sucré ne ferait pas partie de nos vies au quotidien? Mais si c'est bien fait,
eh bien, en fait, on pourrait naturellement l'intégrer dans, je veux dire, si c'est bien équilibré, euh, eh bien, pourquoi on ne l'intégrerait pas au quotidien dans notre alimentation? Donc, en fait, tout ce constat, il est venu de là, en se disant, on peut demain, mais c'est juste qu'on n'est pas habitué et qu'on, dans notre référence, euh, aujourd'hui, on ne voit pas les choses sous cet angle-là. Et c'est la raison aussi pourquoi c'était une démarche totalement différente, une vision nouvelle des choses qui n'a forcément pas été adoptée par la majorité des personnes avec qui j'en parlais. Parce que pour eux, dans leur inconscient et dans leur vision des choses, la pâtisserie, ça ressemble pas à ça. Tout à fait. Et juste, comme tu parlais de médecine chinoise, est-ce qu'on peut dire, ou peut-être que c'est un raccourci, mais est-ce qu'on peut dire que tu vois aussi la pâtisserie comme un remède? Alors, je dirais pas forcément. Alors, on peut, tout à fait, c'est possible. Moi, personnellement, quand j'ai abordé cette démarche-là, je me suis surtout dit qu'en consommant de la pâtisserie, on pouvait se faire du bien. Et donc, du coup, que on allait avoir dans une pâtisserie une expérience de beau, de bon et de sain. Donc là, tu nous as parlé des trois premiers piliers, donc diversifier, innover Et et allégé? alléger. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler des deux autres? Oui, bien sûr. Donc, le quatrième pilier, c'est upcycler. Upcycler vient du verbe upcycling en anglais, qui veut dire valoriser les déchets en de nouvelles ressources. Donc, l'idée, là, c'est vraiment d'être dans une approche écologique et économique, où on va finalement ne rien jeter, mais valoriser le déchet. Alors, ça peut être la peau de la pomme, le trognon, on parle beaucoup voilà, des fruits en général ou des légumes, des restes. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire que dans notre pâtisserie, on ne jette rien. On va déshydrater, sécher, mettre en poudre, mixer et on réintroduit en fait dans la pâtisserie. Donc ça, c'est vraiment une dimension très importante que j'essaye d'appliquer avec tous mes clients. Et de cette façon, on peut d'ailleurs recréer même quand on est sur une filière par exemple industrielle et qu'on a des chutes ou des déchets, on essaye de toujours se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait de ça? Il y a une seconde vie possible, il faut juste Et on crée recréer de la valeur. et redonner de la valeur exactement. Donc ça, c'est très important. Et un cinquième pilier, Donc, en pour fait, en fait c'est, essayer de faire aussi une pâtisserie un peu bien-être pour la planète aussi. oui, voilà, tout à fait, exactement. Moi, je pars du principe que la planète nous donne beaucoup et pour faire et pour que notre métier existe, pour faire tout ce que l'on fait, il est évident déjà de respecter ça et puis de lui rendre aussi. Donc, ça ouvre sur le cinquième pilier qui va être un pilier en fait qui ouvre une perspective durable parce que ce cinquième pilier en fait oui, c'est cette éco-responsabilité, cette posture-là qu'on doit avoir, qu'on essaye d'avoir en tout cas au mieux, en étant au plus proche des saisons, avec une consommation et une utilisation des produits de saison. On essaye de travailler sur le territoire français, local, c'est quand même valorisant. Alors pas toujours, on peut pas toujours le faire. La vanille ne pousse pas encore en France, le chocolat non plus, mais on peut malgré tout essayer sur un certain nombre de produits déjà d'agrandir son acheminement local ou français. Et donc, je pense que cette perspective-là, globale, qui s'intéresse à son écosystème, qui respecte, qui valorise au maximum, et quand elle peut plus, ça part en, en compost, te permet d'avoir une démarche logique et qui a du sens. Et cette notion de sens, elle est, tu vois, très importante dans les équipes quand elles travaillent. On a eu beaucoup jeté, on a vu beaucoup de choses en pâtisserie ou dans les grandes maisons qui demandent surtout beaucoup d'exigences. Et je pense que ça, il va falloir aussi l'inclure dans nos nouveaux modes de consommation, dans notre nouvelle méthode de travail, pour vraiment donner du sens et impliquer les équipes aussi, parce que ça fait partie d'un enjeu fort aussi de garder ces équipes et de les impliquer avec soi. Et je pense que c'est avec ce cinquième pilier qui s'engage vers l'aspect durable, éco-responsable, on a une approche... je ne pouvais pas nommer qu'une seule chose en fait, c'est une approche globale qui est importante et qui ouvre après des perspectives aussi grandes sur notre façon de voir les choses, notre façon de annexe à ce qui se passe au laboratoire, de travailler. Donc, pour moi, ça, c'est une question très importante. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de vraiment euh, avoir un positionnement clair et ça passe par se poser les bonnes questions.
Ça passe par aussi se former aussi beaucoup, hein. Je pense que si on veut, à un moment donné, aller dans une direction, c'est important de se former. Ça permet de rencontrer des gens, d'apprendre toujours un peu plus, de considérer qu'on est toujours des apprenants, des éternels apprenants, qu'on n'a pas du tout la science infuse, qu'on est dans un écosystème où il y a des gens qui ont parfois plus de savoir sur un domaine. Quand on voit des chefs qui sont mofs, qui ont 50, 60 ans, qui ont une expérience très importante, qui ont un super CV, voilà, ils peuvent apprendre, mais je pense aussi que ces chefs-là, ils ont besoin également de jeunes chefs ou autres d'ailleurs pour ensemble s'inspirer mutuellement, co-créer ensemble et se dire que rien n'est acquis, tout est en construction, rien n'est figé. Et il y a des mots-clés, tu vois, moi, après le Covid, que j'ai envie de nommer pour donner cette impulsion créative. C'est la créativité déjà. Je pense que ça, c'est un élément important à mettre sur la table aujourd'hui pour finalement répondre à tout ce qui est en jeu aujourd'hui après cette crise. Agilité, de façon à ce qu'on soit agile, habile, voilà, cette espèce de mouvement où rien n'est fixe. Et puis, moi, je crois beaucoup aussi au travail en co-création, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des experts de différents domaines, qu'on va croiser des expertises pour aller plus loin. Moi, je crois beaucoup à ça dans cette après-Covid en 2020, pour que notre métier puisse puisse prendre en tout cas une place nouvelle avec beaucoup de sens. Des pâtissiers moteurs. Qui a un vrai échange mutuel et un apprentissage mutuel entre les nouvelles générations qui ont peut-être une autre vision et les pâtissiers qui ont plus d'expérience, qui ont une approche technique très développée, quoi. Tout à fait. Super. Et c'est vrai que tu le disais, il nous faut un métier qui nous fait vibrer et qui fasse sens. Et du coup, toi, tu y as consacré quand même les 4 dernières années en développant, en voyageant, en t'intéressant, en t'ouvrant vraiment aux nouveaux ingrédients, aux nouvelles techniques, aux nouvelles rencontres, aux nouvelles manières de voir, et puis surtout en t'inspirant également de tout ce qui n'est pas la pâtisserie. Et donc, ce qu'on se demandait, c'est comment est-ce que tu vas valoriser ou faire connaître ton expertise et tout ton travail de ces dernières années, parce que là, ton expertise, elle est unique. Alors, l'expertise, en fait, que je la partage sur mon site internet, donc joannalepape.com. Je la partage également sur mes réseaux sociaux. Alors, j'ai trois piliers. Le premier pilier, le premier pôle, on va dire, de mon activité de conseil, c'est la création-innovation. Donc, dans ce pôle-là, en fait, on va travailler avec l'agroalimentaire ou les artisans ou les startups sur notamment la partie innovation, transition alimentaire. Alors, soit c'est une startup qui démarre et dans ces cas-là, tout reste à écrire. Donc, dans quelle direction on va et qu'est-ce qu'on crée comme produit et voilà. Ou bien, on a un passif où nous, on travaille de façon traditionnelle et aujourd'hui, on a envie d'aller vers une dimension plus saine et durable, on a besoin de toi pour nous aider à co-construire cette stratégie. Et puis, tu as la partie création de cartes, création de produits visuels pour les réseaux sociaux, etc. Tu as un deuxième pôle, c'est la partie formation, où je forme les professionnels et amateurs ou commerciaux qui ont besoin aussi d'avoir une approche un peu plus spécifique et technique à ma vision des choses aussi, selon aussi ce qu'on me demande. Et un troisième qui va être plutôt l'axe événement, show culinaire, où on va m'appeler pour tout ce qui va être salon, événements privés, pour pouvoir mettre en avant un produit, etc., etc. J'ai entendu parler d'une petite chaîne YouTube aussi dans les tuyaux. Oui, tout à fait. On a ce projet-là avec Inès, donc, qui est ma community manager. On a ce projet de chaîne YouTube qui date depuis quelques temps déjà. On est en train, du coup, de la construire. Ça prend du temps parce qu'on est très sollicité sur d'autres projets. Donc, il faut qu'on arrive à être performante sur l'ensemble de nos activités déjà. Mais voilà, c'est un projet qui est en cours et qui devrait se lancer prochainement en tout cas. Bah c'est génial, donc on a bien compris que tu as différents axes et différents plans pour un peu sensibiliser et faire découvrir du coup ta pâtisserie bien-être, donc que ce soit les formations ou YouTube, pour toucher vraiment
différents types de personnes du milieu, donc c'est super bien, je pense, les différents axes que tu prends. Je pense qu'on a fait un joli petit tour, là, tu nous as parlé de vraiment plein de choses super intéressantes, que ce soit tes expériences à l'étranger, etc. Nous, pour terminer, du coup, on a des petites questions un peu fétiches qu'on pose à tous nos invités. Du coup, la première, c'est est-ce que tu peux nous parler de ton premier souvenir sucré? Alors, il est très marquant puisque c'est l'opéra que Ah, j'ai dégusté quand j'étais à Aix-en-Provence, qui s'est inscrit dans l'histoire de ma remise en question sur mon métier sportif, enfin les études sportives vers lesquelles j'allais, et cette décision que j'ai eue d'aller vers un CAP pâtisserie. Ça a été une dégustation qui m'a permis de me dire, mais en fait, voilà, ça y est, là, tu es rentrée d'Australie, ton expérience Touché en par la pâtisserie n'est pas... grâce. voilà. Comment? Touché par la grâce. Oui, parce qu'en plus, je trouve que c'est une pâte. Donc, déjà, l'accord chocolat-café, j'adore. Et puis, en plus, je trouve que dans l'opéra, en fait, ça résume beaucoup l'exigence, l'excellence, la complexité de la pâtisserie française avec ses différentes couches, ses différentes textures qui, en une cuillère, explosent en bouche. Et donc, ouais, ça a été une pâtisserie qui, pour moi, restera très, très importante. Ah oui, bah, Est-ce c'est un joli souvenir, oui, en tout cas. est-ce que c'est un opéra en particulier à Aix? Alors, non, je vais retrouver. Oui, parce que c'est l'opéra d'un grand pâtissier à Aix-en-Provence. Euh, Bah, en vrai, pendant que tu cherches, tu peux peut-être réfléchir parce que justement, ça va un peu aller dans le sens de notre deuxième question. Vu que notre deuxième question fétiche, c'est est-ce que tu as des adresses à nous conseiller, donc à Paris ou dans toute la France. Donc, si tu retrouves cette pâtisserie de oui, Aix, la pâtisserie, mais pâtisserie Riderer. ok. Donc ça, c'est une pâtisserie que tu conseilles et en particulier l'opéra, c'est ça? Oui, tout à fait. Super. Et sinon, tu as d'autres adresses sucrées ou même pas forcément à nous conseiller? Alors, pour les adresses sucrées, moi, j'aime bien aller. Ah oui, Alors, c'est déjà, moi, toujours dur j'aime de faire beaucoup un choix. le chocolat. Moi, j'aime beaucoup le chocolat, donc j'adore aller chez Alain Ducasse, la chocolaterie d'Alain Ok. Ducasse, que je trouve vraiment exceptionnelle. Ensuite, bah, bien sûr, c'est pas parce que c'est mon mari, mais je trouve que sa pâtisserie est vraiment délicieuse. C'est François Dobinet de chez Fauchon, qui fait une pâtisserie gourmande et en même temps, je trouve qu'il a vraiment travaillé aussi sur le côté, l'aspect, voilà, sucre. Et du coup, c'est vrai que ces pâtisseries, elles restent assez traditionnelles dans le sens où tu retrouves le flan, le fraisier, etc. Il amène sa touche très créatrice, très artistique. Et en même temps, je trouve que l'association, elle est hyper intéressante et hyper juste. Donc, c'est vrai que c'est une pâtisserie que j'aime beaucoup. Oui, t'inquiète pas, moi je confirme que tu n'es pas partisane par tout autre contexte parce que moi aussi j'avoue que j'aime beaucoup beaucoup sa pâtisserie à François Dobinet. Je lui partagerai ça. Et puis, il y a un chef que j'aime beaucoup. Alors, bien sûr, il a été dans un des palaces. Là, il y a l'ouverture d'un nouveau projet, donc la Samaritaine. Donc, c'est Maxime Frédéric, un chef que j'adore particulièrement, avec qui j'ai travaillé au Meurice, qui fait un travail exceptionnel sur la partie pâtisserie. Donc, il était au Georges V. Il ouvre la Samaritaine dans quelques mois. Eh bien, moi, je pense que c'est un chef qu'il faut aller découvrir absolument parce qu'il est incroyable. Et enfin, je pourrais peut-être dire et parler d'une adresse aussi. Donc, Quentin Le Chat, qui est un chef, un jeune chef qui fait des choses de vraiment très très bonnes aussi. Je ne me souviens plus de son. Il est dans un hôtel aux Halles, euh, dont pareil, j'ai un peu oublié le nom, mais c'est aux Halles, mais je ne me rappelle plus de l'hôtel. Ouais, on va retrouver pour nos auditeurs. Et puis Pascal Héningue aussi, au Au Burgundy, qui fait un Novotel. peu Novotel. Ouais, je l'avais en tête, mais j'étais pas sûre, je vais pas dire de bêtises. Oui, Novotel, pareil, c'est le voilà. Novotel des Halles, oui, je me rappelais Ah juste que oui. c'était aux Halles. Du Et coup, puis, quand même Pascal Héningue, qui est au Burgundy et qui aussi performe vraiment, je trouve, et propose une carte vraiment délicieuse. Donc voilà un petit peu oui, mes adresses et mes chefs coup de cœur du moment. super. Très chouette parce qu'on remarque que quand tu nous parles d'adresse, en fait, tu nous parles des personnes, donc c'est tout à fait cohérent avec ta vision incarnée de la pâtisserie. Merci beaucoup, Johanna. Ouais, merci beaucoup, c'était Et à génial vous, On a pour beaucoup. Ouais. super. ce super échange.
Merci beaucoup Johanna pour cet échange, on a beaucoup appris et maintenant il reste plus qu'à goûter cette pâtisserie pour se rendre compte d'à quel point elle est gourmande tout en étant saine. D'ailleurs, si vous voulez vous en faire votre propre idée, nous allons partager sur notre compte Instagram une recette de cookies vegan à la noisette que Johanna nous a partagée. Bon alors, César Augustignac nous en avait déjà donné une, mais celle-ci est différente. Et puis elle ne suit pas les mêmes principes de conception. Du coup, on vous invite à nous y retrouver. Décidément, je pense qu'on va bientôt devenir des grands spécialistes des cookies vegan. Sinon, en description, vous pouvez retrouver évidemment le site internet de Johanna Le Pape, qui est tout simplement johannalepape.com, l'Instagram également de Johanna, Johanna Le Pape, on ne peut pas faire plus simple. Évidemment, vous pouvez nous retrouver sur notre Instagram, l'envers-du-dessert, notre site internet, où donc on vous a parlé au début d'un tout nouvel article, donc l'enversdudessert.com, et sur l'enversdudessert.com, vous retrouverez une partie pour s'abonner à notre newsletter. Voilà, c'est quelque chose de tout nouveau qu'on vient de lancer également, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et évidemment, vous pouvez toujours vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Enfin, pour finir, on va remercier l'artiste 12 qui nous fait les musiques que vous entendez et également le mixage. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine!